C'est un enfant qui avait un chlamydier, ça. Alors, à partir de maintenant, je vais vous parler de certaines anomalies qu'on voit. Quand vous serez fatigué, vous le dites. Hein. Alors, je vais vous parler de certaines anomalies qu'on voit chez l'enfant, de préférence à la naissance. Alors là, c'est plus directement ophtalmo-pédiatrique. Alors, quelles sont les anomalies fréquentes qu'on trouve chez le tout petit? Le plus fréquent chez l'enfant à la naissance, c'est le larmoiement. Alors, le larmoiement, ça peut être un problème de paupières. Chez l'enfant, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Le problème le plus fréquent, c'est les problèmes de voie lacrymale. C'est incontestablement ce qu'il faut rechercher. C'est rarement des conjonctivites parce qu'il y a plus du pu qu'un véritable larmoiement, les conjonctivites. Et puis il y a une anomalie qui est importante à rechercher, c'est qu'un enfant qui larmoie est peut-être un glaucome congénital. Alors c'est pas souvent le cas, c'est rarement le cas. Alors, mais le problème, c'est que en tant que référent dans ce domaine-là, on finit par voir des enfants à qui on a fait plusieurs sondages de voie lacrymale qui avaient en fait un glaucome congénital. Donc il faut penser qu'un enfant qui a une voie lacrymale, surtout si après le sondage était efficace, et que le larmoiement continue, alors soit vous n'avez pas, c'était pas bien, soit la voie lacrymale ne fonctionne pas bien, mais souvent se poser la question, est-ce qu'il n'a pas un glaucome congénital, et à le regarder comme ça. Alors, l'infection. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infection? Ça peut être une obstruction de la voie lacrymale, de nouveau, et en particulier, les infections, les rétrécissements de la partie proximale de la voie lacrymale, c'est-à-dire celle du bord libre, rapidement s'infectent. C'est des enfants qui ont tout un tas de saletés sur les bords, sans qu'il y ait de véritables pus. Et puis, il y a les infections vraies chez l'enfant, qu'elles soient virales, qu'elles soient bactériennes. Et c'est vrai qu'actuellement, on a très peu de conjonctivite néonatale. Alors, je ne sais pas ce que mettent les gens dans la région, je ne veux pas savoir, mais mettez-leur quelque chose dans les yeux pour éviter qu'on ait ce qu'on avait vu il y a 100 ans. Il y a encore des livres d'ophtalmologie où on a les différentes images, les différentes conjonctivites non traitées parce qu'on ne les traitait pas. Donc à la naissance, il faut bien nettoyer les yeux et mettez-leur une goutte de ce que vous voulez, mais... Alors je ne rentre pas dans la polémique parce que le nitrate d'argent qui est classiquement écrit un peu partout est un produit efficace mais que lui-même fait larmoyer et irritant. Donc actuellement, la plupart des gens mettent des antibiotiques et il nous arrive relativement rarement d'avoir des formes sévères. Hein. La dernière conjonctivite à gonocoque remonte à 7 ans quand même, pour quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner dans un hôpital d'enfants avec une consultation spécialisée en enfants. Donc tant mieux pourvu que ça continue. Hein. Parce que je vous rappelle que les conjonctivites à gonocoque sont des conjonctivites très très sévères, où vous mettez en jeu votre œil. Donc c'est un traitement qui est un traitement à la fois local mais surtout général. Et rapide. Faut pas attendre. Hein. Comment vous avez découvert ça? Sur une conjonctivite sévère. Avec, on avait prélevé. Et il a été mis immédiatement, l'interne qui a reçu, n'a pas attendu que je revienne avec juste raison, et a mis sous antibiothérapie générale immédiatement. L'enfant était sous antibiothérapie locale avec une efficacité qui n'était pas parfaite. Hein. Mais ça peut évoluer très rapidement. Hein. C'est une des particularités des conjonctivites à gonocoque. Alors, une chose que vous voyez à la naissance, qu'on ne voit pas si rarement, et qui toujours est un peu effrayante, c'est effrayant, c'est une grosse boule qui est située là. Là.
une grosse boule là, souvent bleutée, et ce sont les muqueuses de la voie lacrymale. Alors c'est pas grave, mais il faut traiter et traiter rapidement. Ça entraîne des larmes, bien entendu. Alors, traitement, le traitement sauvage que j'emploie personnellement, c'est d'appuyer dessus. Le risque que vous faites puisque le mucocèle du voie lacrymale, c'est la voie lacrymale qui est bouchée à deux côtés. Et que la tuyauterie est normale, mais vous avez un endroit qui est fermé là, un endroit qui est fermé là. Et généralement, la fermeture est peu forte. Vous appuyez dessus, généralement, ça finit par s'ouvrir. Alors, je préfère quand même, quand je fais ça, et on fait ça plusieurs fois dans la journée, 3 ou 4 fois dans la journée, ça, généralement, ça s'ouvre. Vous avez un flot de liquide qui sort par le nez, généralement, et par l'œil. Mais il faut éviter que ça s'infecte dans un cas comme celui-là, en faisant ça. Et dans ces cas-là, je couvre avec une antibiothérapie généralement générale, que donne le pédiatre de la maternité. Alors, pendant longtemps, les gens ont fait des sondages des voies lacrymales. Dans ce domaine-là, ce n'est pas toujours très facile pour les ophtalmologistes qui vont comprendre. C'est qu'en fait, c'est une grosse boule et que la voie lacrymale, quand on rentre la sonde, pour aller vers le sac, vous êtes en image oblique. Vous n'êtes pas directement. Et que souvent, de temps en temps, il peut y avoir des fausses routes, ce qui est assez embêtant. Donc ma technique qui était j'étais un peu franc-tireur il y a quelques années, les gens me trouvent que c'est plutôt pas mal maintenant. Alors que pendant longtemps, on a sondé systématiquement ces voies lacrymales. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme malformation des paupières? On est toujours à la naissance, on regarde les yeux de son enfant, et qu'est-ce qu'on voit? La paupière peut s'éverser. La paupière peut entrer en dedans. Elle peut avoir une double rangée au niveau du rebord palpébral. C'est l'épibépharon. Il peut manquer un petit coin. C'est le colobome. Il peut y avoir pas de paupières. Dramatique, hein, à traiter en urgence l'absence de paupières. Il faut mettre une paupière avec un chirurgien qui a l'habitude de ça le plus tôt possible, sinon vous perdez l'œil. Et si les gens tardent, on n'arrive pas à obtenir le chirurgien, c'est dramatique. Les colobomes, eux, ne sont pas des urgences la plupart du temps. Un manque sur une paupière, il faut vérifier s'il n'y a pas une irritation, il faut vérifier s'il n'y a pas une association générale, c'est-à-dire que le pédiatre là a beaucoup d'importance. Est-ce qu'il n'y a pas des anomalies générales associées à ce colobome, puisque c'est une anomalie malformative, et c'est un examen du pédiatre de malformation. Vous voyez, ça se voit ça. Hein. Alors ça c'est rare. Hein. C'est des espèces de bandes qui se mettent là. Ça s'appelle c'est un ankyloblepharon filiforme adnatum. Vous voyez, j'arrive pas à souvenir du nom. Alors ça c'est pas grave. Mais quand ça prend tout ça, ça prend toute la paupière, il faut premièrement les ouvrir rapidement et deuxièmement vérifier que ce n'est pas associé à d'autres anomalies. Ça rentre de temps en temps dans un syndrome très rare, dont je ne me souviens pas le nom exact, c'est le PPS, et en particulier des anomalies urogénitales, donc ça on peut regarder facilement. Alors voilà un colobome là, il y en a même deux là, hein. Facile hein. Et là il y en a un aussi là. Alors là c'est pas facile hein. Alors celui-là il n'est pas gênant, celui-là il faut remettre.
Pour un chirurgien qui a l'habitude de ça, c'est facile. La cornée, elle peut être petite. Quand elle est petite, la chose qui est importante, c'est de vérifier si l'œil derrière est petit. Et si l'œil derrière est petit, c'est-à-dire que l'œil a une taille qui est moins importante que ce qu'elle devrait être, à ce moment-là, vérifier si l'œil voit. Il y a des anomalies. Donc, on est en train de regarder ce qui peut vous arriver quand vous examinez un enfant à la naissance, avec les différentes malformations que vous avez. Certaines sont rares, certaines sont beaucoup plus fréquentes. Alors, au niveau des conjonctives, c'est-à-dire au niveau du blanc de l'œil, vous avez le dermoïde du limbe, une espèce de truc rond, posé à un coin. Je pense que j'ai une image là, pour lequel les collyres sont inutiles et qu'on enlève généralement un peu plus tard. Et les dermoïdes du limbe s'accompagnent également d'anomalies malformatives qui sont plus au niveau du métamère, et donc il faut avoir un avis des collègues tout autour. Les dermolipomes sont des taches difficiles à voir souvent, qui se situent là, généralement rosées, et qui existent dès la naissance. Souvent, on fait le diagnostic plus tard parce que ce n'est pas facile à voir. Parce que l'enfant, elle regarde la plupart du temps tout droit, qu'il ne bouge souvent pas quand il est jeune, trop souvent les yeux, et ça apparaît quand l'enfant se met à beaucoup bouger les yeux. Également, de la même manière qu'un dermoïde du limbe, et ça peut être associé à un dermoïde du limbe, comme dans les syndromes du premier arc, il faut avoir l'avis du collègue au niveau du visage. Et puis, il y a des taches colorées, des taches pigmentées plus exactement, qui peuvent être soit isolées. Alors, les taches les plus fréquentes, ce sont les taches ethniques, qui sont des taches un petit peu métalliques posées sur le blanc de l'œil, qui existent facilement en France chez les gens qui viennent des Antilles, ou alors aussi sinon d'Afrique du Nord. Et puis il y a une forme particulière de pigment qui est le névus de Hotta, qui prend le visage, en fait, de la peau, des paupières, le blanc, en rentrant dedans l'iris, qui est trop pigmenté, la rétine, qui peut être également trop pigmentée. C'est une maladie qui nécessite une surveillance, c'est pas une maladie, ça nécessite une surveillance parce que ces enfants-là, c'est difficile de le dire, mais ils sont plus à risque de faire des tumeurs au niveau de la rétine. Donc il faut leur regarder. Alors généralement ils ne le font pas ça tout petit, mais il faut prendre l'habitude de les regarder et de les suivre. J'ai peut-être des images là. Oui. C'est quoi ça? Ouais, non, c'est un dermoïde, je viens de vous le dire. Hein. Il y a le limbe qui est là, une espèce de petite saillie qui est au limbe là. Et donc ça a été centré, donc on ne voit pas très bien le globe qui est par là, là. Et le photographe l'a mis au point un petit peu en avant. Et ça, c'est quoi ça? Un dermolipome. On a tiré les paupières, et c'est dans le coin là. Ça se situe par là, là. Donc on a tiré les paupières comme ça pour faire la photo. Alors, les cornées. Alors les cornées, elles peuvent être grandes. Elles devaient avoir des petites, maintenant elles peuvent être grandes. Ça peut être isolé. Ça existe de temps en temps comme ça. C'est souvent une cause familiale.
On sait que ces enfants doivent être suivis parce que même quand c'est isolé comme ça, de temps en temps, ce sont des enfants qui font des glaucomes plus tard au moment de l'adolescence. Donc ce qui est difficile, c'est de les mener jusqu'à l'adolescence. J'avoue qu'on a beaucoup de mal à les suivre jusqu'à l'adolescence, alors qu'on sait qu'ils sont à risque, ces enfants. La grande cornée, c'est a priori le glaucome congénital. Ça peut être isolé ou ça peut exister dans un contexte malformatif ou pathologique. Que ce soit par exemple un syndrome de Love, où ça existe associé à une cataracte, donc avec le retard mental, la dysmorphie, l'atteinte rénale surtout, puisque le pronostic a été longtemps rénal. Le syndrome par exemple de Sturge-Weber avec son angiomatose au niveau du visage, et puis son gros problème qui est celui de l'épilepsie chez ces enfants. Également dans le cadre de la neurofibromatose, c'est souvent associé à un névrome plexiforme. Alors, comment pense-t-on à un glaucome congénital? On pense à un glaucome congénital quand le diamètre de cornée est augmenté, quand il y a des larmes, quand la cornée, c'est-à-dire quand vous regardez la pupille et que vous avez du mal à regarder la pupille parce qu'elle est estompée. Vous avez l'habitude de regarder les yeux des enfants, vous savez que l'iris, on le voit bien. Quand on le voit mal, quand il est estompé, il s'agit a priori d'un œdème de cornée. Et quand c'est un œdème de cornée, la première chose à laquelle on pense, c'est le glaucome congénital. Alors il y a d'autres signes d'examen, mais qui sont plus spécifiquement ophtalmologiques. Ce sont des vergetures au niveau de la partie postérieure de la cornée. C'est l'existence d'une myopie, ça on peut le voir quand il y a la cornée suffisamment claire. C'est un œil qui est myope. Et ça va d'ailleurs conditionner un peu le pronostic après, quand on arrive à bien gérer l'attention. Après, les enfants deviennent myopes et amblyopes, et donc il va falloir gérer ça en même temps que gérer le traitement chirurgical et le suivi chirurgical de ces enfants. Et puis quand on regarde le fond d'œil également, c'est un élément, l'ophtalmologiste voit une excavation de la papille. Un glaucome congénital, c'est une opération urgente. Ça, c'est un glaucome congénital. Non, ce n'est pas un glaucome congénital. C'est un glaucome, mais ce n'est pas un glaucome congénital. Il y a un énorme œil. Il y a une fente ici. Il y a une fente ici au niveau de la lèvre aussi, cet enfant. C'est un syndrome des fentes. Et il a fait, alors qu'il avait un colobome ici, une inflammation, une infection au niveau de son œil. Et le glaucome qu'il a, qui n'est pas un glaucome congénital, c'est un glaucome secondaire à son infection qu'il a fait là. Et donc là, il a perdu de ce côté-là l'œil, qui a depuis été enlevé et qu'on a remplacé par une prothèse. L'autre côté, il a un œil qui fonctionne. Mais vous voyez que de profil, c'était impressionnant. Mais quand on dit un gros œil, c'est un gros œil. Alors qu'est-ce que vous voyez là sur celui-là là? Facile pour les ophtalmologistes. Il a une cornée complètement blanche des deux côtés. C'est des photos du bloc opératoire du docteur Brémond à Robert Debré. Vous voyez que le diamètre cornéen est plus important. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour faire le diagnostic de glaucome congénital. Par contre, là, quelqu'un est capable de faire le diagnostic de cet enfant. Il y a toute sur l'hémiphase qui est augmentée. Ah oui, absolument. Absolument. Il a l'hémiphase qui a augmenté. Moi je vous dis, l'ophtalmopédiatrie, il faut regarder.
Donc il a une hémiphase qui est augmentée. Il a, quand vous le regardez bien, quelque chose là. Il prend de la place. Et puis, il a un diamètre de cornée qui est différent. Et là, il est normal. Et là, il est très augmenté. Donc, c'est une neurofibromatose. C'est une forme particulière de neurofibromatose. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jules François. C'est l'hémihypertrophie. Le névrome plexiforme, qui est le névrome déposé au niveau de sa paupière, on sent très bien en palpant, hein, sensation de ficelle. Et puis, le glaucome congénital de ce côté-là. Là, c'est opérer son glaucome. Au niveau du visage, on peut faire des remodelages. C'est pas toujours très facile. Hein. Ça se fait. Mais de temps en temps, dans la neurofibromatose, vous savez bien que on a même été jusqu'à faire une greffe de visage pour certains cas. Il faut savoir que quand il y a des remodelages comme ça, les opérations sont très très difficiles. En plus, c'est très saignant ce genre de choses. Donc il y a des complications qui surviennent. Donc l'hémihypertrophie, souvent on n'y touche pas. Par contre, le névrome plexiforme, s'il empêche l'œil de voir, on aura tendance à aller l'enlever. Mais c'est jamais une chirurgie facile. Hein. Les gens de Créteil qui ont l'habitude de ce genre de choses. Eux qui ont opéré qui ont fait la première greffe du visage sur un enfant qui était complètement déformé, et des deux côtés. Hein. Alors on continue, on s'enfonce dans l'œil. Qu'est-ce qu'on peut voir comme anomalie dans l'œil? Et là, on parle de l'iris. Alors l'iris, c'est la zone pigmentée. L'anomalie la plus importante, ce sont les dysgénésies du segment antérieur. Et ça se voit au niveau de l'iris qui est mal formé la plupart du temps. Le risque de ces malformations de la partie antérieure de l'œil, c'est le glaucome congénital. C'est-à-dire que vous voyez la malformation, vous ne voyez pas obligatoirement le glaucome congénital dans ce cas-là. Mais l'ophtalmologiste va toujours rechercher le glaucome congénital. Il y a d'autres malformations d'iris qui peuvent exister. L'absence d'iris, ça peut être isolé, ça peut être génétique, ça peut aller dans un syndrome Vagre, avec des anomalies rénales et en particulier d'une néphroblastome associée, ou un syndrome, je vais vous montrer la demoiselle, je pense qu'il va y avoir la photo. Et puis au niveau d'iris, il peut y avoir non seulement des colobomes au niveau de la paupière, mais il peut y en avoir au niveau de l'iris. Et donc, ça peut être familial, un colobome au niveau d'iris, associé à des malformations ophtalmologiques, ou associé de temps en temps à des malformations générales, comme au niveau de l'anomalie palpébrale. Donc ces enfants sont partis pour un bilan pédiatrique. Il y a quelque chose d'anormal là. Hein. J'ai pris cette photo sur le journal français d'ophtalmologie. C'est une photo du docteur Brémond. Et je lui ai demandé si l'enfant avait des problèmes. En fait, l'enfant n'a pas de problème. C'est un reliquat embryonnaire qui est formé sur, qui est complètement obstrué. Là. Il y en a une deuxième qui était associée. Cet enfant n'avait pas de trouble de vision. Qui paraît un peu curieux quand on voit sa pupille. Hein. Ben, il suffit que ça passe, et puis si ça passe, il passe bien. Donc, alors sinon, ben, il faut mettre des instruments pour enlever tout ce qui est pigmenté de trop. Alors, si l'enfant voit et que ça nous évite de mettre des instruments dedans, ben, donc quand il y a ce genre de choses, il faut d'abord vérifier si l'enfant voit bien normalement. Alors ça, on ne voit pas bien. Alors par contre, là, on voit beaucoup mieux. Alors là, les paupières sont normales. Hein. Il n'y a pas de colobome au niveau des paupières, mais il y a un colobome là qui est beau. Hein. Alors ça, c'était une famille, là. Ils étaient tous comme ça dans la famille. Ça, c'était une des demoiselles. Hein. Je crois qu'il y en avait... Ils ont dû partir de la région parisienne, mais je crois qu'ils étaient 7 ou 8, et je les avais en consultation tous les 7 ou 8. Là,
les jeunes. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Les ophtalmologistes savent ça. Ça, c'est la limite du cristallin. De temps en temps, on arrive à la voir. Hein. Là, vous avez le cristallin qui est derrière, là. Puis là, c'est sa limite. Alors, quand vous avez un colobome, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un colobome sur le cristallin aussi. Alors, le colobome sur le cristallin, ça se présente comme ça. La pupille étant dilatée, là, on enlève l'iris, là. Hein. Ça se présente comme ça. Hop. Il y a une espèce d'encoche sur le bas. Alors, les colobomes s'accompagnent pratiquement systématiquement d'un astigmatisme qu'il faut corriger. Parce que si c'est d'un seul côté, l'enfant risque d'être en myope. Et quand c'est un colobome sur le cristallin, ça c'est non seulement un astigmatisme, mais un astigmatisme très très fort. Généralement aux alentours de 3-4 de dioptrie. Et faire le diagnostic de colobome sur le cristallin et pas faire une réfraction, c'est une grosse erreur. Parce que l'œil va devenir obligatoirement en myope. Donc il faut corriger son astigmatisme immédiatement. Et quand vous le faites, ça se passe formidablement bien. Il faut simplement vérifier que le développement de la vision se fait bien. Alors là. Alors c'est la même. Hein. C'est une grande demoiselle qui avait à l'époque une dizaine d'années et qui était venue pour un syndrome cérébelleux dans le service de neurologie de Saint-Vincent-de-Paul. Qu'est-ce que vous trouvez là? C'est pas facile à voir hein, parce que les fentes de... En fait, ça c'est la limite de son iris. Eh oui, elle a une aniridie. Sauf que pour une aniridie, elle est un peu particulière et c'est le seul cas où il reste un petit morceau là. Hein. Il en reste suffisamment, il y a ça déjà. C'est pas du tout une pupille dilatée, ça. On voit la limite, enfin on ne le distingue pas très bien, mais sur la fente, on voit quand même que l'iris est comme ça. Donc un syndrome cérébelleux, plus un enfant qui a une aniridie incomplète. C'est un syndrome de dilepsie. Très rare. Très rare. Je crois que la grande statistique française, il y a 14 cas, quelque chose comme ça. C'est des gens de Trousseau. Alors voilà une anomalie du segment antérieur. C'est un enfant qui est à risque de faire un glaucome. Qui a probablement un glaucome. Alors qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dessus? Bon, ça c'est l'appareil photo, hein. On s'en fiche. Ça c'est la pupille. La pupille, elle est tordue d'abord. Deuxièmement, elle n'est pas centrée. Ce n'est pas une image faite par l'appareil photo, la position de l'enfant. Dans son cas, la pupille, elle devrait se situer là. Donc il a, cet enfant, un iris qui est mal formé et avec une pupille qui est déplacée. Il a une anomalie qui siège ici, qui est une condensation de la partie postérieure de la cornée, qu'on appelle un embryontoxon postérieur. Là, on ne voit pas son cristallin, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une petite cataracte aussi au niveau du cristallin. C'est donc une anomalie qui siège sur le segment antérieur qui est à risque de glaucome. Pas toujours, hein, mais souvent. Ça s'appelle un syndrome de Rieger. Et certains de ces syndromes de Rieger peuvent être... non, ça c'est l'anomalie de Rieger, parce qu'on parle également de syndrome de Rieger chez les enfants qui ont des signes généraux associés également. Alors, il y a un gène qui est trouvé pour ça, pour celui-là. Les pupilles blanches. Ça, c'est vraiment la chose qu'on doit dépister à la naissance. Essayez de ne pas passer à côté quand on est pédiatre de maternité. Hein, merci. Il faut les regarder et puis il faut essayer de ne pas passer à côté. Pourquoi? Parce qu'une pupille blanche, c'est vraiment un geste rapide pour lequel il faut faire. Ça peut être une cataracte congénitale, ça peut être une rétinopathie des prématurés, ça peut être
un rétinoblastome, rare à la naissance. C'est généralement un peu plus tard. Une lésion de la rétine importante et une hyperplasie du vitré primitif. L'hyperplasie du vitré primitif, c'est une malformation embryologique qu'on va voir de plus en plus parce qu'à l'échographie, on peut les déceler, on les décèle assez facilement. À la fin, sur les échographies de fin de grossesse, on les voit très très bien. La forme peut être antérieure, c'est-à-dire que le vitré est anormal à la partie antérieure, peut être anormal à la partie postérieure. À la partie antérieure, ça ressemble à une cataracte. À la partie postérieure, le gros problème, c'est que ça touche le nerf optique, et que le nerf optique est mal formé. Donc l'enfant sera malvoyant. Ce sont des choses qu'on peut opérer, soit par voie antérieure quand c'est une cataracte, soit par voie interne, mais il faut avoir le chirurgien. Il y a peu de chirurgiens qui sont capables de faire ce genre de choses. Pendant très longtemps, quand il y avait des formes complètes comme ça, l'anomalie se finissait par la perte de l'œil. C'est pour ça qu'il faut les opérer maintenant. Les opérer, c'est prendre un risque, c'est un œil mal formé, mais quand ils les opèrent, l'œil reste en place, même s'il n'est pas très bien voyant, ça vaut la peine de prendre le risque. Et quand c'est simplement une forme antérieure, en plus, vous avez une chance parfois de récupérer de la vision. Donc il faut savoir maintenant que cette anomalie est opérable et qu'il faut savoir l'opérer. De temps en temps, ces anomalies s'accompagnent non seulement d'anomalies au niveau du nerf optique, mais aussi au niveau de la rétine. La cataracte congénitale. Alors on a longtemps cru que c'était très fréquent. Pendant des siècles, jusqu'il n'y a pas très longtemps, on disait que c'était un enfant pour 100 naissances. Et on a envisagé, beaucoup de mes collègues l'ont envisagé, de faire des dépistages systématiques de la cataracte congénitale. Et il y a certains de mes collègues qui ont commencé à circuler parmi les pédiatres qui s'occupaient de maternité en demandant à ce qu'on examine systématiquement avec un ophtalmoscope, c'est-à-dire un gros grossissement, vérifier s'il y avait une pupille blanche. Alors pourquoi moi j'étais contre ça? À l'époque, on n'avait pas de chiffres autres, parce que premièrement, du point de vue historique, la façon dont avait été calculé ce chiffre-là était illogique. C'était repris du rapport de la Société française de 1960, je pense, qui reprenait un article d'une maternité de Chicago en pleine période d'épidémie de rubéole, et il y avait donc 4 cas sur je ne sais pas trop combien, il faut faire les calculs. Il y avait 2 enfants qui avaient une rubéole, et il y avait 2 enfants qui avaient une rétinopathie des prématurés. Donc le chiffre est obligatoirement faux. Et puis, la Saint-Vincent-de-Paul, où il y a 2500 naissances par an, je ne voyais pas un enfant qui avait une cataracte congénitale tous les ans. C'est donc illogique. Et les derniers chiffres, c'est 1 pour 6000 à 1 pour 8000 en fait. Et ça correspond assez bien à la notion que les gens qui voient beaucoup d'enfants ont et qui fréquentent les maternités. Une notion importante, c'est que si vous avez une cataracte complète, si vous ne laissez la cataracte complète, après une période qui est probablement située aux alentours de la 17e semaine, l'œil ne verra plus si vous laissez l'opacité dessus. Donc il faut opérer tôt quand la cataracte est complète. Quand la cataracte est incomplète, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez voir si l'enfant voit, vous donnez le temps. Mais si l'enfant a une cataracte complète et que vous ne faites rien, avant la 17, et que vous attendez après la 17e semaine, c'est fichu, fichu, fichu. Il n'y aura pas d'acuité mesurable sur cet œil-là. Que ce soit un œil unilatéral ou bilatéral.
Et on a encore en France, dans les centres d'enfants malvoyants, des cas qui sont liés à des cataractes opérées trop tard. De moins en moins. De moins en moins. C'est une des fréquences qui diminue le plus. Hein. Alors quand je dis que la cataracte peut être incomplète, vous avez l'image. Elle est plus belle sur le mien, je crois. Oui, attendez une seconde. On la voit pas bien. Je n'ose pas vous montrer sur mon ordinateur. Alors là, il y a une tache qui est là. Donc c'est une cataracte. L'iris, c'est à peu près par là. Hein. Et il y a un petit point qui est plus dense au centre. Donc c'est une cataracte partielle, ça. Hein. Donc là, c'est pas facile, là. Pourquoi? Parce qu'elle est partielle et que le diagnostic n'est pas facile. Donc ça, c'est des cataractes dont on fait souvent le diagnostic un peu plus tard. Mais il faut quand même regarder. Parce qu'un jour ou l'autre, vous avez la chance que le petit point blanc, avec la lumière rasante qui arrive dessus, de temps en temps, il vous apparaisse. Et si vous êtes à ce moment-là devant l'enfant, vous aurez peut-être le diagnostic, condition d'y penser. Donc, il faut faire le diagnostic le plus tôt possible. Une cataracte congénitale, c'est un bilan pédiatrique complet, de façon à rechercher une anomalie associée, qu'on retrouve la plupart du temps pas, d'ailleurs. C'est des techniques chirurgicales qui ont beaucoup progressé, avec des résultats chirurgicaux qui deviennent de plus en plus importants. Et c'est après une longue vie de traitement de l'amblyopie. Je voulais simplement vous montrer cette statistique pour vous dire que ce n'est pas gagné d'avance, puisqu'il y a 33% des diagnostics qui sont faits de cataracte congénitale qui sont faits en Angleterre où ils ont un registre après l'âge de 1 an. Allez, on arrête. Des questions ? Oui, je vous écoute. Moi, je voulais mettre... on a parlé de deux choses tout à l'heure, de la myopie forte chez l'enfant et de la relation par rapport aux parents, le fait de pouvoir s'en rendre compte. Sachant qu'un enfant va être intéressé que par ce qui l'intéresse, donc on va dire entre 20 ou 50 cm, très proche de lui, s'il n'est pas vu par un ophtalmologiste, de quelle façon on va pouvoir se rendre compte qu'il est myope, vu qu'il regarde ce qui l'intéresse. C'est pas facile. C'est pas facile parce que le diagnostic de myopie forte congénitale, généralement, est fait relativement tardivement. Parce que c'est pas évident. La seule façon de faire vraiment le diagnostic, c'est de faire des examens systématiques à tous les enfants. Malheureusement pour eux. Parce que généralement, c'est bilatéral. Et si on attend de pouvoir interroger les enfants, surtout qu'ils le disent, ils sont beaucoup trop vieux. À ce moment-là, ils ont déjà perdu pas mal de temps dans leur formation. Le seul signe, c'est l'enfant qui se colle, mais devant la télévision, on est à 10 cm de la télé. Et que les parents, quand les parents les déjà qui parlent, oui, mais les parents vous le disent. Hein, oui, mais de temps en temps, tous les enfants font ça. C'est très très difficile hein, de dépister les signes de mauvaise vision des enfants, chez les petits, même chez les grands. Enfin, en pratique de ville, moi je vois pas du tout la même chose, je vois beaucoup de troubles de la réfraction très importants. Et les parents, mais là c'était pour vous amuser, parce que le plus important c'est les troubles de la réfraction, bien entendu. Les troubles de la réfraction, les parents ne voient pas, ils sont catastrophés au moment du diagnostic parce qu'ils culpabilisent, mais épouvantablement. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et puis par exemple, après, ils vous disent que leur enfant reconnaît les céréales dans le supermarché, et pousse des cris de joie quand il reconnaît à 9 mois ou 1 an quand ils font les courses. Mais donc c'est très très difficile, c'est pour ça qu'ils font un bon examen systématique.
Alors, les examens systématiques, si vous avez quelqu'un qui sait s'occuper d'enfants, c'est 9 mois, 1 an. Il faut que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui soit capable de vous faire ces examens-là. L'examen, comment? C'est ça le vrai problème. Oui, absolument. On a des enfants en ville, puisqu'on parle de pratique de ville, qui ont été vus par des premiers ophtalmos, on a dit que tout allait bien, et qui ont été recontrôlés par des ophtalmos spécialisés qui ont dit que la vision était complètement effondrée dans un œil, à 2 mois d'intervalle. Bon, c'est quand même pas la règle générale. C'est-à-dire que quand ils sont capables de faire, généralement, on passe... Ça dépend où on les envoie, mais moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup rencontré ce genre de problème. Au point qu'on en arrive, et je rejoins un peu ce que disait madame, on en arrive à avoir des attitudes un peu anti-confraternelles qui consisteraient à dire aux parents, allez-y plutôt dans tel centre pour qu'on soit plus sûr qu'il y a c'est sûr que si les gens n'ont pas l'habitude de faire un examen correct de l'enfant, il ne faut pas qu'ils le fassent. Mais quand on envoie, quand les parents veulent aller voir quelqu'un pour la vision de leur enfant et que cette personne dit je peux le faire, c'est ça le vrai problème. Ça arrive relativement rarement. Les pédiatres de maternité ont un ophtalmoscope? Non. Non. Non, ça avait été proposé justement pour le dépistage de la cataracte. Mais Pourquoi pas, en fait? Pourquoi un pédiatre n'a pas un petit ophtalmoscope? Parce que aujourd'hui, il y a des petits ophtalmoscopes qui coûtent le prix d'un stylo. Avec un ophtalmoscope, on voit un reflet oculaire bien de façon plus certaine. On peut faire du dépistage quand même. Quand on s'était occupé de cette histoire de cataracte congénitale, on avait mis en route une étude. On avait voulu mettre en route une étude pour laquelle on n'a pas obtenu tout simplement les crédits, mais qui réunissait 4 centres ophtalmologiques et 12 maternités de la région parisienne et parmi les plus grandes. Ils s'étaient tous offert un ophtalmoscope pour faire un dépistage de la cataracte avec un ophtalmoscope. Certains ont gardé cette habitude, en particulier chez nous à Saint-Vincent, Christine Francoil, qui de temps en temps me dit j'ai sorti mon ophtalmoscope, Joseph, il faut que tu viennes me voir, il y a probablement quelque chose. Alors elle se trompe rarement. Hein. La dernière fois, c'était trompé. Elle s'est trompée, c'est un enfant qui était un enfant noir, et pour lequel le reflet rétinien était tellement sombre qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose. J'ai fait dilater l'enfant parce que j'avais du mal à voir le cristallin de façon correcte. Mais c'est vrai que, pourquoi pas? C'est vrai que maintenant, l'ophtalmoscope, d'une certaine manière, c'est une lumière. Hein. Nous, on utilise quand on va en consultation et qu'on n'a pas notre... Maintenant, on a des lampes à fente portables. Quand je fais de la tournée et que je pense qu'il y a quelque chose, j'emmène ma lampe à fente portable. Mais pendant des années, je n'ai pas eu de lampe à fente portable. Et j'avais mon ophtalmoscope qui me servait en effet à avoir un grossissement avec de la lumière. Donc, pourquoi pas, hein, c'est un geste simple. Mais vous pensez qu'il faut l'avoir ou pas? Statistiquement, vous pensez qu'il faut l'avoir? Je ne suis pas très sûr qu'il faille l'avoir. Je ne peux pas vous dire que de le faire. Non. Exactement. Dans le dépistage, pas de la maternité, hein, plus tard chez les pédiatres, il y a une chose extrêmement simple à faire. Vous prenez n'importe quel test de vision bébé, avec des petits dessins. Vous parlez à l'enfant, vous lui montrez. Et vous lui dites, je vais te cacher un œil. Vous lui cachez un œil, vous observez sa réaction, vous lui cachez l'autre œil. Si l'enfant vous arrache la main de l'autre côté, vous êtes tranquille. Enfin, c'est tout ce que vous pouvez dire, mais il a la même réaction. Si l'enfant pleure d'un côté et ne dit rien de l'autre, il faut l'envoyer à un ophtalmo d'urgence. Voilà. Ça, c'est un test d'une simplicité. Et avec n'importe... Mais puis si vous n'avez pas le test, vous lui montrez une page de bande dessinée, vous lui montrez quelque chose qui l'intéresse, qui regarde, et vous cachez un œil et l'autre. Et ça, c'est déjà... S'il n'y a pas d'ophtalmologiste s'occupant d'enfants disponible, je pense que même si ça commence à être un peu tard, on obtient des réponses sur une acuité visuelle avec un test de dessin qui est disponible, qui est très simple, hein, avant l'âge de 3 ans.
Donc entre 2 ans et demi et 3 ans, il faut que ce soit fait par le pédiatre s'il n'y a pas d'ophtalmologiste disponible. Oui, c'est ça. Encore faut-il compter aussi sur la participation de l'enfant et sur l'intéressement. Les enfants peuvent être souvent c'est facile. Hein. Parfois, c'est désintéressant. C'est le problème de l'enfance. Il faut pas traîner. Hein. Il faut essayer de... C'est pas, faut pas s'endormir devant lui. Hein. Faut y aller vite. Hein. Puis de temps en temps, il faut savoir lui laisser le temps aussi. De temps en temps aller vite, de temps en temps lui laisser le temps. Parce que de temps en temps, il n'ose pas dire. L'œil de bœuf, vous le préconisez à partir de quel âge? Bon, ça, c'est dès la naissance. Ça. Il peut le suivre dès la naissance. Pas toujours. Disons à partir de la première semaine, à la fin de la première semaine. Systématiquement, oui. Puis je vous demandais très simplement, vous avez exposé les potentiels évoqués visuels et l'électrorétinogramme. Ça explore quoi et quoi? L'électrorétinogramme explore l'activité électrique de la rétine. Oui. Le potentiel évoqué visuel étudie la transmission électrique au niveau du nerf optique. C'est important, c'est électrique. De temps en temps, on entend, il n'y a pas d'enregistrement du potentiel évoqué, donc il n'y a pas de vision. C'est pas vrai. C'est une activité électrique. De temps en temps, il y a des faux négatifs. En particulier, quand un enfant est épileptique, l'enregistrement du potentiel évoqué visuel est perturbé par son activité cérébrale. Donc, quand on a des anomalies, il faut premièrement les contrôler, puis deuxièmement, toujours les interpréter en fonction du contexte. On ne doit pas interpréter ces examens sans avoir examiné l'enfant avant. Si l'enfant est complètement désintéressé, de temps en temps, vous avez un potentiel évoqué visuel qui ne sera pas bon. S'il y a un trouble de la vision important, une forte myopie chez l'enfant, ça gêne l'enregistrement de l'électrorétinogramme, ça gêne le potentiel évoqué visuel. Le livre de mon ami Michel Meyer sur les ERG PEV de l'enfant, la phrase qu'il faut retenir, qu'elle répète tout le temps, elle qui est une technicienne, qui est une neurologue de formation, c'est « j'ai besoin de mon ophtalmologiste pour qu'on en discute ensemble ». C'est vrai que c'est plus facile quand ce sont des gens qui sont ophtalmologistes, qui font eux-mêmes l'examen. Mais on n'en dispose pas autant, pas tout le monde est Sabine de Fort à Lille. Donc, ce sont des examens qui sont très très utiles. Pourquoi ils sont utiles? Parce que de temps en temps, par exemple, vous avez un nerf optique, quand vous le regardez au fond d'œil, il peut être blanc. Blanc, ça signifie qu'il est théoriquement pas terrible. Sauf que, de temps en temps, la rétine en même temps est blanche. Parce que l'enfant est peu pigmenté. Ou, vous n'avez pas l'habitude d'examiner un enfant. Vous appuyez comme un malade sur l'œil. Et ça fait pâlir le fond d'œil. Donc, toujours interpréter ces examens complémentaires en fonction de la clinique. C'est également vrai dans tout ce qui est radiologique. Vous avez l'interprétation du radiologue, mais l'interprétation du radiologue sera d'autant meilleure qu'il est au courant de la clinique. Et je peux vous dire que ça change la vie d'un neuroradiologue, puisque pendant plusieurs années, j'ai participé au stade de neuroradio à Saint-Vincent, en fonction de ce qu'on lui raconte. Si on lui dit que l'enfant fait ça et pas ça, il aura peut-être sur une image douteuse une interprétation qui sera différente. Donc tout ce qui est examen complémentaire, dans une époque où on vit sur les examens complémentaires, doit toujours être apprécié en fonction de l'acuité visuelle. Pour les ophtalmologistes, le test le plus simple, c'est de se dire,
je regarde une image, par exemple un OCT, il y a une anomalie, je vais la traiter. Ben, pas obligatoirement. Si vous avez un œdème au niveau de votre rétine et que votre patient a 10 dixièmes, vous n'allez pas obligatoirement le traiter. Donc il faut toujours avoir l'interprétation, dans un cas comme celui-là, comme celui que je viens de vous dire, le suivi sera important. Toujours la clinique. Dans une époque où on est de plus en plus à faire tout un tas d'examens complémentaires. Est-ce qu'on pourrait mettre au point avec les orthoptistes un examen à 1 an, 2 ans et demi, 4 ans et demi, par schiascopie tout simplement de tous les enfants? Alors la schiascopie, c'est ophtalmologique. Donc il n'y a pas de... Les orthoptistes sont... de masse. Oui, alors premièrement, la schiascopie, c'est une longue habitude. C'est théoriquement réservé aux ophtalmologistes. C'est la loi en France. Alors, c'est sûr qu'avec les appareils automatiques, on pourrait le faire. Mais le problème, c'est que pour le faire avec les appareils automatiques et que ce soit valable, il faut mettre des gouttes dans les yeux. Le pédiatre pourrait le prescrire les parents le feraient et ils arriveraient avec... Oui, mais s'ils arrivent avec les gouttes dans les yeux, on n'a pas un examen clinique de première intention. On n'a pas le comportement normal de l'enfant. Oui, mais ça, c'est extrêmement important. Parce que moi, il m'en arrive qu'ils viennent d'un autre médecin, ça, bon, là, ils arrivent dilatés, ils arrivent avec les gouttes dans les yeux. Mais on perd... Mais oui, non, mais on perd... Moi, je perds les 3/4 de mon examen. Parce que je n'ai pas le comportement normal de l'enfant. Mais déjà, il y aura quelque chose au moins mis en marche. Alors, oui, mais du coup, après, parce qu'il y a des enfants qui ont une hypermétropie, mais vous ne les corrigez pas tout de suite. Et qui marchent, elles vont dans son sens à elle. Celles qui marchent, elles sont dans son sens à elle. Parce qu'il y a d'abord la clinique. Et puis parce que vous trouvez une hypermétropie de +3, eh ben, ça dépend de l'âge de l'enfant, vous ne la corrigez pas forcément. Si l'enfant a 4 ans, vous lui trouvez 9 dixièmes avec une hypermétropie de +3, vous lui mettez pas de lunettes. Vous attendez 6 mois, vous regardez. Donc c'est pas possible ça. Ça peut pas marcher. Ça serait l'occasion de découvrir des amétropies, des anisos. Ah mais d'abord il y a un dépistage à l'école, c'est peut-être tard, c'est peut-être tôt. C'est au CP. Non, c'est pas au CP, ça. Ça dépend des endroits. Malheureusement, de temps en temps, ça se fait. Alors, ici, moi je suis ici, autour de la ligne, j'en vois énormément. C'est fait en moyenne section de maternelle. Et ben ils ont peut-être des enfants qui devraient dépister qui n'en voient pas. Mais moi je vois 120%, c'est-à-dire que j'ai plus d'enfants que ceux qui ont des anomalies. Et c'est bien pour un test de dépistage. Moi je trouve ça très bien le dépistage. Et moi je... Oui, mais quand il est fait par des professionnels, le problème c'est qu'il est pas fait par des professionnels. C'est sûr qu'il peut rassurer inutilement, mais en tout cas quand il nous envoie quelqu'un avec 7 dixièmes d'un côté, 9 dixièmes de l'autre, on trouve très souvent oui, des mais enfin, on astigmatismes. trouve aussi sur le carnet de santé des fois des enfants qui ont été vus à 3-4 ans avec le tampon de l'école 10 dixièmes et en fait il y a une amblyopie profonde, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc ça dépend tout à fait des régions, ça dépend tout à fait des centres, ça dépend tout à fait c'est dangereux aussi parce que du coup les parents après culpabilisent quand ils amènent l'enfant en disant mais regardez ils nous ont dit qu'il y avait 10 dixièmes. Et nous après ils ont un papier, et nous on remplit le papier, on leur renvoie. Mais c'est mal fait. Ah ben non, nous les infirmières scolaires, alors on a essayé de... Non, mais l'examen, la prise d'acuité visuelle n'est pas fait par des professionnels au niveau des maternelles. Ce sont des infirmières ou des infirmières scolaires qui ne sont pas du tout formées. Excusez-moi, je voulais vous ramener à cette consultation de tous les jours. Un strabisme chez un nourrisson, un strabisme intermittent chez un nourrisson, 1 mois, 2 mois. À partir de quand faut-il l'envoyer chez l'ophtalmo? Faut-il considérer ou se donner le temps en pensant que ça peut être transitoire? Si c'est intermittent, on peut donner un tout petit peu de temps, oui. Ouais, c'est ma question. Donc 4 mois. 4 mois. 4 mois. S'il est comme ça, hein, c'est la question la peine d'attendre. Vous envoyez immédiatement. Intermittent,
un strabisme intermittent chez un nourrisson de 2 mois. Mais si c'est toujours le même œil qui tourne, en revanche, il faut faire voir. Alors, non, mais à quel âge? Ma question, elle est là. Si c'est toujours le même œil qui tourne, moi je. Est-ce que c'est en même temps? 4 mois, c'est Ben oui, bien. c'est ça, parce que... Non, mais c'est ça la question, parce que les parents... Très clairement, les mamans vous disent que ça s'améliore. Oui. Mais ceux qui s'améliorent, c'est souvent ceux où il n'y en a pas. Hein. Ben oui. Donc, Ça se met en place, évidemment, les ça autres ne sont pas s'améliore. intermittents. Oui, absolument, oui. Mais non, mais parce qu'il y en a de temps en temps même très petits qui sont intermittents. Ça, c'est un truc qu'on apprend alors qu'on nous dit classiquement la question d'internat qu'il y avait sur le strabisme convergent, accommodatif, hypermétropique. C'est un enfant qui commence de façon intermittente à loucher entre 2 ans et 3 ans. Et bien, c'est pas toujours vrai. Ben, de temps en temps, il y en a qui ont moins d'1 an qui font ça. Donc, il faut savoir que ça existe aussi beaucoup plus tôt. Et donc, absolument, ceux-là, il faut vraiment les traiter le plus tôt possible. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, il y a une étude qui est très intéressante, qui a été publiée d'ailleurs, auquel j'ai participé de façon un peu active, qui est celle de Seine-Saint-Denis, où le dépistage a été fait sur un examen simple qui était au départ mené par une orthoptiste et après par un pédiatre. Alors ça marche mieux quand c'est une orthoptiste qu'un pédiatre. Alors il y avait une partie d'interrogatoire, donc c'est dans des PMI, c'est des enfants jeunes là. Hein. C'est 9 mois et 2 ans je crois. Hein. Ça allait de 6 mois, ça allait de 6 mois à 2 ans. Oui. Alors eux, ils n'étaient pas très enthousiastes, nous on était beaucoup plus, parce que je trouvais qu'ils avaient quand même trouvé pas mal de cas intéressants. C'est sûr qu'il faudrait probablement un petit peu mieux fignoler ces indications qui emmenaient le pédiatre à envoyer l'enfant consulter l'ophtalmologiste. Donc c'était une mise en place, disons, de réseau PMI ophtalmologiste. C'était assez intéressant comme travail. Ça a été publié, je ne sais pas, je l'ai à la maison. Comme je suis cité dedans, donc... Il sont arrivés à détecter quand même pas mal d'amblyopie. Oui, un certain nombre, oui. Ils avaient dépisté un certain nombre d'amblyopie. Si vous me laissez vos références, je l'ai à la maison, donc je peux vous faire parvenir. C'est une revue de pédiatrie ou de dépistage ou d'épidémiologie, je me souviens plus. Oui. Qu'entendez-vous par le syndrome des yeux de poupée? Les mouvements de yeux. Une poupée, quand tu lèves la tête, elle ferme les yeux. Les vieilles poupées. Je fais des poupées maintenant. Tu fais comme ça. Normalement, les paupières, elles se ferment. Tu l'as pas, parce que pas. Puis elles font des mouvements également quand elles tournent les yeux, quand on leur tourne la tête comme ça. Que ce soit en horizontal ou en vertical. Il faut la voir, le mouvement des yeux de poupée, ou il ne faut pas la voir? Il faut la voir. La réflexe en bas. Si les yeux ne bougent pas, quand les paupières ne bougent pas, on peut se poser en effet des... C'est la fois où l'ophtalmologiste devient méchant et brutal, prend l'enfant par la tête et puis tac, tac. Bon allez, je vous ai épuisé, on va la laisser parler un peu. Je remercie vivement le docteur Joseph Ressy pour son excellent exposé. Après tout ce qui vient d'être dit, nous sommes tous convaincus de l'importance que présente la vue du bébé. Et il ne peut pas y avoir de solution efficace s'il n'y a pas d'équipement lunettes. Voilà. Dans les déficits légers. Hein. Voilà. Mais on peut dire que même dans les déficits lourds, de temps en temps, les lunettes, ça rend service. Hein.
C'est pourquoi Tropic a mis au point des lunettes sur mesure, autant au niveau du nez, des branches. Je vais vous en montrer un petit peu quelques exemples. Et de montures que vous pouvez trouver chez nos opticiens partenaires du 77, dont vous avez la liste dans le petit sac que vous avez. Vous allez avoir la liste de tous les partenaires qui sont équipés pour pouvoir répondre aux besoins du bébé et de l'enfant. Les lunettes Tropic, aujourd'hui, la gamme commence au 32. Donc pour équiper un petit peu tous les cas de besoin de 32 ans 32, la taille. Il faut leur expliquer là. Mais je vais la montrer, donc à 32 ans, si on met ça, c'est qu'il y avait un problème. Avec cette taille de lunettes, on peut équiper les nourrissons, les tout petits, les cataractes congénitales qui ne sont pas forcément implantées ou qui ont des corrections. Dès 2 mois, 3 mois, on peut équiper les enfants avec ces tailles. Si je mets ma main, on voit à peu près la taille du crâne de l'enfant. Donc c'est vraiment tout petit. Sur le même concept, on va avoir des tailles jusqu'au 46, c'est-à-dire pratiquement ma taille. Même si ça ne va pas, c'est... Sinon, mais c'est bien, hein, de vrai. Hein. C'est pas mal. Le même concept, c'est un concept sur mesure. Parce que, outre toutes les tailles qu'il peut avoir, 8 tailles entre 0 et 8 ans, 8-10 ans à peu près, on commence en 32, on va jusqu'au 46. Ces lunettes ont la particularité, outre le fait de monter bien pour arriver jusqu'au sourcil, pour ne pas que l'enfant puisse regarder au-dessus des lunettes, d'avoir 6 nez sur mesure. Donc l'opticien va pouvoir choisir la forme du nez qui est le plus adapté sur l'enfant et va pouvoir le clipser sur la monture. Et il y a une nouvelle particularité sur ces montures, c'est parce que auparavant les montures en plastique avaient des branches en plastique, elles aussi, et lorsqu'on avait un enfant qui avait l'oreille un petit peu proche de la face, elle a dit monture en plastique, oui, le plus tard possible chez l'enfant. Hein. Le métal, je vais l'embêter, mais ça c'est la vie de l'ophtalmologiste, hein, parce que... la mode c'est tombé aux montures métal, c'est pour ça que je dis ça. Rectangulaire. Donc quand elle vous dit ça, c'est vraiment une bonne parole. Je la soutiens. Et le pont bas. Les montures Tropic, c'est vrai, elles sont vraiment conçues pour les enfants, pour la morphologie des enfants. Les enfants ne sont pas des adultes en petite taille. Ils ont vraiment une morphologie qui leur est propre. Donc les montures Tropic sont adaptées à cette morphologie.